Alors, on va commencer. Donc, le but de cette petite réunion, c'est que vous compreniez que si vous êtes bien au niveau intestinal, s'il n'y a pas d'infection intestinale, tout va bien se passer car il n'y aura pas d'inflammation dans le système respiratoire. Et non, le but, c'est de maintenir les barrières de défense le mieux possible en bon état pour que il y a donc le but c'est de maintenir la muqueuse en bon état à travers l'appareil digestif, en faisant attention à que les barrières principales soient en bon état. Donc je vais passer à partager mon écran. Je pense que c'était ici. Je vais partager ça. Je vais aller jusqu'à la première partie. Donc, quoi faire, comment, et etc. Donc, comment, quoi et pourquoi faire. Donc, l'idée, c'est de tenir le triangle d'ordre de santé en bon état, les intestins d'abord, tenir pour qu'il y ait un bon système nerveux et un bon système immunitaire. Il y a 7 filières à tenir compte, mais de ça, je vous parlerai une autre fois. Je vois que… Ah ouais, c'est bon. D'accord, je ne voulais pas partir tout de suite là, mais je vais refaire. Donc, le tube digestif est le deuxième système nerveux le plus important organe endocrine et le plus important organe immunitaire. J'insiste énormément car la première semaine de confinement, j'étais censée être sur Paris en faisant un diplôme universitaire en micronutrition, prévention et santé. Donc, je l'ai fait à distance. Et les professeurs qui nous enseignent, qui nous apprennent, a dit la même chose que je vous ai dit au début de la semaine passée. C'est exactement la même chose. Soignez vos intestins, vous n'avez rien à craindre car il n'y aura pas d'inflammation. Les gens qui décèdent du Covid-19 sont ceux qui ont des comorbidités, mais sont aussi ceux qui ont des infections, qui ont des bactéries pathogéniques plus que des bactéries commensales et sont ceux qui, les bactéries, ont créé une inflammation pulmonaire. Je vais vous expliquer comment cela se passe. Ça se passe à travers de CLPS et de NF-κB, qui sont tous des facteurs inflammatoires. Donc, pas de santé, pas de bonne digestion, pas de bonne immunité. Pour vous dire que l'épiderme, donc la peau, vous offre une surface de protection de 2 mètres carrés. L'épithélium respiratoire aussi de 2 mètres carrés. Donc, on a une protection de 2 mètres carrés, de 200 mètres carrés par les alvéoles pulmonaires. Et voyez-vous de 1000 mètres carrés de barrière intestinale. Voyez-vous qu'on a vraiment un intérêt à traiter ça car on trouve il y a des cellules immunitaires déployées. On trouve 80% de notre système immunitaire de cellules immunitaires déployées tout au long des intestins. Donc, on a vraiment un intérêt à que cette barrière soit au top du top. Donc là, on trouve les villosités, on trouve l'épithélium intestinal et c'est là où je veux me concentrer, je vais vous parler un petit peu de tout quand même. Hein. Donc, il faut que l'on évite la perméabilité intestinale à travers un bon état des entérocytes, qui sont les cellules intestinales, à travers un bon mucus, qui est le mucus produit par les cellules du gobelet,
par les cellules caliciformes intestinales soit produite en bonne quantité pour que c'est une substance bifidogène, donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard, les microbiotes qui soient aussi en bon état et ce n'est pas que par la prise de probiotiques, tout au contraire, moi je sais que le corps fasse sa propre flore plutôt que de l'imposer une flore artificiellement par une gélule et qu'il n'y a pas de perméabilité intestinale, donc il y a un bon état d'échantillons serrés qui sont les petits échantillons qui unissent les cellules intestinales entre elles. On a aussi tout un intérêt à que cette muqueuse soit en bon état et de bonne qualité car elle va assimiler les nutriments. Donc, tout ce que l'on mange va être assimilé, bien entendu, on sait déjà ça, mais si on veut avoir un bon système immunitaire et avoir une bonne modulation du système immunitaire, que c'est ça qui compte parce qu'on ne veut pas trop le exciter. Donc, on va essayer de moduler à travers, par exemple, un bon état de vitamine D. En ce moment, c'est fondamental. En plus, on sort d'un hiver assez long, assez gris, pas trop de soleil, beaucoup de pluie. Et on a tout un intérêt de bien assimiler la vitamine D au niveau intestinal, mais cela ne va pas se passer si la barrière intestinale n'est pas en bon état, qui va ensuite laisser passer des toxines, des macromolécules aussi qui ne devraient pas passer, telles que le blanc d'œuf, telles que la caséine, telles que la molécule de gluten que vous allez consommer. Et va aussi laisser passer des micro-organismes tels que le virus aussi, tels que d'autres bactéries qui vont se lier au virus et qui va faire que le virus puisse nous faire du mal. La barrière intestinale, donc on essaye de maintenir cette étanchéité à travers une bonne alimentation. Je vais repasser tous les aliments à éviter absolument, car il faut tenir ces liaisons. Voilà, celles-ci sont les parois de cellules. Donc, imaginez, ça sont les parois, ici sont les parois de entérocytes. Et on voit les molécules telles que les occludines, les claudines, les eucadérines qui vont faire que cette étanchéité soit en bon état et que ça ne s'ouvre pas. Plus elle s'ouvre, on va voir dans la diapo d'après, plus elle s'ouvre, plus elle va laisser passer de la zone apicale à la zone basale, donc de l'intérieur du tube digestif au sein, à la circulation, on va laisser passer les virus, les toxines. Donc, on a tout un intérêt à que cette étanchéité soit présente. Et c'est là que le virus finisse et crée cette infection aussi, cette inflammation. Parce que la clé du COVID, c'est l'inflammation. Donc, comme je vous ai dit déjà, 80% des cellules du système immunitaire sont déployées le long de l'intestin. On a les immunoglobulines A, sont très, très importantes, car les immunoglobulines A dépendent de notre consommation de vitamine A. Vitamine A à travers les bêta-caroténoïdes, à travers tout ce qui est orange, rouge, le poivron orange, jaune, rouge, bien entendu, bêta-carotène, ça fait référence à la carotte, bien sûr, donc à travers la carotte, et aussi ce qui contient en bonne quantité les précurseurs d'immunoglobuline A, des IgA, c'est l'huile de foie de morue ou le foie de morue en lui-même. Donc, ce qui serait bien que vous fassiez, c'est d'acheter des boîtes. En plus, c'est en boîte, donc ça se préserve assez facilement. De boîtes de foie de morue avec l'huile. Donc, vous mélangez tout dans un petit robot de cuisine. Vous l'agrémentez bien avec des échalotes qui vont aussi, des oignons, des l'ail qui vont aussi agir comme prébiotiques, on le verra tout de suite. Et vous les servez sur un petit toast sans gluten ou sans blé surtout. Et vous le mangez au moins une fois par semaine. Je les pratique ça depuis un mois. Je dois avouer que ma vue a énormément amélioré. Parce que l'huile de foie de morue et le foie de morue lui-même a tout la vitamine A dont on a besoin et la vitamine D aussi. Donc, vous avez tout un intérêt à consommer soit l'huile de foie de morue, soit, avant que les confinements soient complets, soit
soit plus important, vous allez consommer une boîte par semaine de foie de morue dans une huile. Vous allez voir que dans la boîte est déjà dans une huile. Donc, vous mélangez tout. Vous ne jetez surtout pas l'huile qui vient dans la petite boîte car il va nourrir les cellules, voilà, les cellules intestinales, les entérocytes, et va stimuler la production des IgA à travers les IgA sécrétoires. Donc, on a tout un intérêt à consommer ça. Le tube digestif fait des barrières aussi parce qu'il y a une bonne couche de mucus. Il y a 30% de la population, j'exagère, 20% de la population caucasique n'a pas de bonne sécrétion de mucus car il y a une problématique génétique qui s'appelle un polymorphisme génétique qui va faire en sorte que ces mucus ne soient pas produits correctement par les cellules gobelets ou les cellules caliciformes, ils se connaissent aussi par ces noms, et une insuffisance de production de mucus par les cellules caliciformes va entraîner un mauvais mucus, un peu de mucus ou mucus de mauvaise qualité qui va réduire cette couche de protection. Et donc, on a aussi l'intérêt à se rappeler que ces cellules peuvent être nourries à travers le fucosylactose. C'est une petite molécule qui contient deux chaînes de sucre qui va nourrir et va donner du support à ces cellules pour faire en sorte que la couche de mucus soit intacte et correcte pour faire face à toute problématique de pathobionte qui va être par ici, à toute bactérie pathogénique. Donc ici, on a par exemple, quand on consomme des probiotiques, toutes ces couches-là viennent envahies par de probiotiques. Sauf que quand on ne consomme plus des acidophilus bactéries ou des bifidobactéries, tout ça disparaît. Donc, la problématique avec les probiotiques, c'est qu'il faut toujours en donner. Mais bon, à force, on doit toujours prendre quelque chose et ce concept ne me plaît pas du tout. Moi, je préfère travailler pour que ces productions soient faites par le corps et qu'on ne dépende pas de compléments alimentaires. Donc, je vais vous parler de l'augmentation des aliments, de l'introduction alimentaire de prébiotiques, ce qui va nourrir le probiotique qu'on a dans nos intestins. Vous voyez aussi que ici sont les cellules intestinales, les entérocytes qui contiennent des cellules M aussi qui vont être protectrices, sont des cellules hyper importantes pour le système immunitaire intestinal, les cellules de Paneth aussi. Et on a tout le T et les B lymphocytes ainsi que le globule blanc, les macrophages qui vont macrocyter, vont engolfer le pathogène, et les cellules, les mast cells aussi qui sont là. Alors, les intestins jouent un rôle majeur pour l'immunité de toutes les mucoses. Pourquoi je dis ça? Parce que on va voir qu'au niveau géniturinaire, au niveau respiratoire, au niveau du glande mammaire, salivaire, au niveau de la vue, je pense que tout est dit déjà là, on a une mémoire embryonnaire, c'est le même nerf qui a innervé les intestins, qui se trouve aussi dans le cieux, dans l'appareil ORL, dans l'appareil géniturinaire. Donc, quoi que ce soit qui se passe au niveau intestinal va avoir des répercussions au niveau de la vue, au niveau de nez, avec des sinusites, des rhinites à répétition, avec des gingivites, de parodontites, des problèmes buccaux, et aussi des problématiques d'asthme, de bronchite à répétition aussi, et des problèmes géniturinaires avec des cystites, des candidoses à répétition aussi dans cette région-là, et aussi avec des mixtions urinaires élevées. Ça peut se faire ça peut se manifester à travers ça. Donc, le but, c'est de réduire les prostaglandines, surtout les prostaglandines 2 qui sont pro-inflammatoires, nourrir de glutamine, nourrir aussi les colonocytes, ce sont les cellules du côlon,
pour qu'elle produise des acides gras à courte chaîne, de small chain fatty acids, et de nourrir du zinc, qui c'est l'un des nutriments les plus importants avec la glutamine pour les intestins, mais aussi pour le système immunitaire. Attention. Ailleurs, pas que intestinal. Ça va produire le zinc, est un élément très important pour la bonne production aussi d'acide gastrique et des enzymes pancréatiques pour une bonne digestion, car si on ne digère pas bien, si on ne prend pas le temps de mastiquer, on va déglutir de molécules pas suffisamment digérées et qui vont rentrer en contact avec la muqueuse stomacale et plus avec la muqueuse intestinale au niveau du duodénum, qui est déjà un petit peu perméable. Et si on a une perméabilité, et ça va rentrer dans la circulation sanguine, c'est notamment, ça arrive notamment pour le blanc d'œuf. Donc, à éviter, surtout tout ce qui doit être évité, le blanc d'œuf, la caséine, le dérivé de laitage de vache, notamment ça. En faisant mes études, j'essayais de déjà commencer avec mes mémoires. J'ai trouvé qu'il y a des choses très, très intéressantes de comment les microbiotes va affecter la réplication virale dans notre corps. D'accord? C'est une étude scientifique, hein. C'est un peu vieux déjà d'ailleurs, c'est en 2013. Depuis 2013, c'était prouvé que les microbiotes, donc la flore intestinale, pour que vous compreniez mieux, va affecter la réplication virale. Donc, une mauvaise flore va augmenter la réplication virale. Donc, on dit d'influencer surtout les microbiotes de l'individu pour qu'il ait un bon résultat, une bonne récupération d'une infection virale. Donc, vous voyez l'importance, c'est pas que moi qui l'ai dit, folle pour les intestins, obsédée. Peut-être vous pensez que je suis un petit peu obsédée depuis toujours, je vous inculque ça. Mais non, 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 c'est vraiment scientifiquement prouvé. Donc, je vous ai mis ici l'importance de manger de fibres pour nourrir la bonne flore bactérienne. Ça, c'est du même étude si ça vous intéresse. Pour faire l'exclusion pathogénique. Plus on a une bonne consommation de fibres qui donne aussi riche en prébiotiques, pourquoi pas. Donc, il y a des fibres, mais contemporanément des prébiotiques, plus on va exclure les pathogènes. Car ces bactéries et ces fibres vont nourrir les bactéries pour qu'elles produisent au niveau du côlon, attention, ça c'est parce qu'au niveau du côlon, les short chain fatty acids, donc les acides gras à courte chaîne, tels que l'acétate, les butyrates, les propionates, sont tous de ful. Ça, c'est les gasoil 80, 18, le 80 et ça, c'est l'essence. Voilà les deux types d'essence et les gasoil. Pour vous dire, qui vont aussi nourrir les IgA, qui vont créer la barrière épithéliale, qui vont augmenter le mucus aussi, qui vont nourrir les cellules du gobelet pour avoir un petit peu une substance bifidogène pour nourrir, pour produire plus de mucus et pour faire face à toute infection. Le but, c'est que les infections ne passent pas par ici. Une fois qu'elles passent ici, ça va dans le système sanguin. Les systèmes sanguins, ça va via la veine porte, ça finit au foie et directement du foie crée une inflammation qui va affecter les alvéoles. Et c'est là où la personne s'étouffe et elle meurt étouffée par le Covid. D'accord? Mais c'est créé par l'infection entraînée par ça, par ces mécanismes. Donc, parce que autrement, il y a tous les interleukines inflammatoires qui seront sécrétés. Et donc, si on mange suffisamment de fibres pour nourrir la flore bactérienne, on va avoir moins d'inflammation aussi du système nerveux. Attention, ce n'est pas que pour le Covid, c'est pour toute inflammation. Toute inflammation a lieu à pour siège les intestins. Donc, quand vous voyez des patients comme vous-même, vous savez, de douleurs chroniques, regardez qu'est-ce que vous avez mangé, regardez, pensez directement à vos intestins parce que ça vient de là. Vous voyez, ça se passe exactement comme ça. Donc, il y a
l'activation de cet inflammasome, hein, vous le voyez ici. Et si tout se passe bien, il y aura une bonne homéostasie intestinale, beaucoup moins de réactions allergiques, beaucoup moins d'inflammation des voies respiratoires, beaucoup moins de réactions de type TH2 et moins d'inflammation systémique et neurologique. Donc, vous voyez l'intérêt à faire tout ça. Et moi, je vois aussi qu'il y a les hyperacétylations, mais bon, ça c'est trop compliqué à expliquer ici. Pourquoi je vous ai mis cette étude-là? C'est pour aussi vous dire que ce n'est pas que moi qui l'ai dit, ça c'est un petit peu plus récent, mais c'est aussi les liens entre les bactéries et les virus, les interactions qui y sont. Donc, les bactéries font survivre les virus pour qu'eux font des dégâts ailleurs dans le corps. Donc, ils vont plus on a des bactéries, plus on va avoir des problématiques à faire face, à que notre système immunitaire puisse faire face aux infections virales. Et tout là se passe, bon, ça c'est très très compliqué. Moi, je ne suis pas arrivée à pouvoir vous le convey parce que je n'ai pas fini la lecture de la recherche, mais je la trouve super intéressante. Mais à la fin, c'est pour vous dire qu'il y a de bactéries gram négatives et gram positives. Les bactéries gram négatives vont sécréter une substance qui s'appelle LPS, des lipopolysaccharides, qui sont ces lipopolysaccharides qui entraîneront l'inflammation de voies respiratoires. Donc, tout commence au niveau intestinal. Et de ça, on a notion depuis des années. Hein. Vous avez vu, je vous ai montré des recherches depuis 2013. Celle-ci date de 2016. Je la trouve géniale. Donc, on a les firmicutes. On a des types de bactéries dans les intestins. On a les firmicutes et les bactérioïdes. Les firmicutes sont en gram positifs et les bactérioïdes sont des grammes négatifs. Les grammes négatifs, c'est là où on doit se focaliser, sont celles-ci qui vont sécréter les substances LPS, qui vont activer les TOL4, qui vont enflammer tout le corps et surtout les voies respiratoires en ces moments-là. En ces moments, ils vont enflammer les voies respiratoires, la personne va s'étouffer, mais ce n'est pas le virus, hein, vous le voyez, c'est la bactérie qui tue, ce sont vos intestins. Les gens décèdent de la pollution pathogénique interne, pas du virus. Le virus, c'est une couche en plus. C'est la dernière couche. C'est la cerise du gâteau, le virus, mais ce n'est pas la cause. Et ces TOL4 vont faire en sorte que s'activent les pompes, qui sont un système de reconnaissance pathogénique dans le corps. Et tout ça crée chaos, mais qui crée un chaos pas possible et l'inflammation dont on parle par rapport au Covid. Donc, il y a les bactérioïdes, les grammes négatifs, qui entraînent les LPS, qui entraînent qui activent les TOL4, qui font réagir aux pumps et les pumps qui créent l'inflammation. Donc, tout ça, et après cette inflammation, c'est vraiment, le corps ne peut pas faire face. Et ça, imaginez, quand vous savez inflammation, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les signes de l'inflammation? Donc, il y a la douleur, il y a la vasoconstriction. Donc, les alvéoles se constringent. Il y a la constriction, il n'y a plus d'oxygène qui passe. Ça ne peut pas passer l'oxygène et c'est pour ça que la personne s'étouffe. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le virus qui tue, c'est l'inflammation. Et ça, c'est un petit dessin, je pense que je vais l'utiliser pour mes mémoires. Donc, il y a les LPS, les TOL4 et toutes les choses qui se passent au niveau inflammation avec les CKK, les CKP, IKB et le NF-κB, qui c'est les facteurs inflammatoires le plus important dans le corps. C'est ce qui va créer de problématiques et des dégâts très, très importants dans le corps. Et c'est un pro-oxydant, d'accord? Donc, quand on est en inflammation, on oxyde. Donc, on doit donner des choses au corps pour qu'il fasse une réduction, pour qu'il antioxyde. Et c'est ça le but de ces conférences, c'est de vous donner aussi, de vous rappeler de consommer des choses, des aliments antioxydants
car ici, les corps sous inflammation provenant d'une pullulation bactérienne qui permet la réplication virale plus facilement, va consommer les antioxydants de notre corps, va complètement les consommer. Révisez bien vos microphones hein, parce que j'entends des petits bruits. Je vous ai déjà mis au muette. Hein. Merci. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est clair? Je parle chinois, complément chinois. J'essaye de vraiment simplifier la chose. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Vous pouvez parler à travers le chat. Hein. Si tout va bien, je continue. Sinon, je répète. Sinon, il y aura le temps des questions et demandes. Voilà, c'était un petit peu tout ça. Et ici, on revient au fait qu'il faut consommer des aliments donnant de short chain fatty acid, qu'est-ce que j'avais dit? Comment ça se dit en français? De fibres qui vont donner des acides gras à courte chaîne pour nourrir les colonocytes pour qu'il n'y ait pas cette pullulation bactérienne. Le but, c'est de réduire notre propre armée des micro-organismes nocifs pour notre santé. Hein, parce qu'on n'est pas seul. Hein. Pensez qu'on est 90% bactéries. Donc, on n'est pas du tout seul. Donc, si le virus qui rentre par les voies nasales rentre, si le virus qui va rentrer par les voies nasales rentre dans un état de dysbiose, c'est foutu. Donc, le but, c'est de maintenir la barrière principale de notre organisme en parfaite étanchéité. Alors, voyons, et l'un des éléments les plus importants, pas seulement par le fait qu'il fait partie de… c'est un élément important dans notre corps pour d'autres questions, mais aussi parce que la glutamine va faire de barrière. Donc, c'est un acide aminé conditionnement essentiel que l'on trouve à travers des aliments riches en protéines. Donc, voilà, tout acide aminé, c'est une protéine à la base. Et c'est extrêmement important d'avoir un bon niveau de glutamine pour avoir une bonne barrière intestinale. Le butyrate aussi, c'est l'acide gras à courte chaîne qui va se produire par la fermentation de fructoligosaccharides par la flore bactérienne eubiotique. Qu'est-ce qu'elle dit, Andrea? Non, ça va prendre des aliments tels que les topinambours, tels que les panais, pour nourrir et booster la bonne flore bactérienne. En bref, c'est ça. Je vais revenir sur ça tout de suite, mais je vais passer d'abord sur le microbiote buccal. Alors, on parle souvent des intestins, de problèmes de voie respiratoire, mais on oublie surtout la bouche, car si on mâche notre nourriture avec une bouche, une flore buccale dysbiotique, en dysbiose, avec de Pseudomonas aeruginosa, avec de bactérioïdes fragilis, avec plein de bactéries qui colonisent normalement notre bouche, mais que sont en état dysbiotique, par le stress, par les tabacs, par le manque de vitamine C, de consommation de agrumes, par quoi d'autre? Bon, par plein d'autres choses, par foyer infectieux aussi. Et en même temps, on a une mauvaise production d'acide chlorhydrique estomacal. La nourriture va être mélangée avec ces micro-organismes et tout ça va rentrer dans notre système digestif et va déséquilibrer. Ça va pousser les cellules M à se défendre, ça va pousser les cellules PANET et à créer les cellules PANET au niveau immunitaire, mais les cellules gobelets à sécréter plus de mucus et ça va stresser notre corps. Donc, le but, c'est de maintenir la flore buccale en parfaite santé dans les possibles. C'est difficile de voir des dentistes en ce moment, vu qu'ils ne prennent pas ou que de surchance.
Donc, le but, c'est de bien nettoyer la bouche avec des huiles essentielles, les tea tree, les niaouli, les ravinsara. Faire de bains de bouche aussi avec de l'eau oxygénée. C'est nettoyer avec de l'eau saline aussi. Pareil pour le voie nasal avec de l'eau saline. Et comme toute infection, on sait aujourd'hui que toute infection s'enkyste. Et cet enquistement va faire que ces huiles essentielles ne pénètrent pas et n'effacent pas et ne combattent pas cette possible infection. Alors, vous allez, pour désenquister votre pathobiont buccaux, vous allez vous laver au savon de Marseille. Donc, le savon de Marseille va désenquister, va rompre la carapace de ces pathogènes buccaux et faire que quand vous lavez aux huiles essentielles, les huiles essentielles puissent toucher les pathogènes et pas la petite carapace qui sont formées pour se protéger, pour continuer à vivre dans votre organisme. Donc, huile essentielle et savon de Marseille. Ça semble bizarre, mais évidemment, vous n'allez pas mettre votre brosse à dents sur le savon de Marseille. Vous allez acheter des petites paillettes de savon de Marseille que vous allez mettre en bouche avec un petit peu d'eau, faire comme ça et vous brossez. Parce que si vous mettez la brosse à dents remplie de pathogènes dans votre savon de Marseille, ça ne vaut pas la peine. Hein. C'est foutu. Donc, petite paillette de savon Marseille, c'est qui sert à faire le savon. C'est ça que j'ai dit. Alors, j'ai quelqu'un qui écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Comment se laver la bouche avec les huiles essentielles? On va faire les questions après, Karine. C'est pour vous dire, voilà, je l'ai ajouté quand même parce que j'ai eu pas mal de séances en ligne aujourd'hui déjà et j'ai essayé d'expliquer à une dame, à cette femme, pourquoi elle avait depuis des années des IgG. Donc, quand on a, donc comment on va les prendre au niveau du Covid-19, c'est que souvent on dit je suis déjà immunisée, donc, mais les IgG restent. Moi, pour moi, c'est ce que je veux arriver à faire, c'est que la personne qui a des co-infections, c'est là qui est à risque, hein, c'est qui a de candidose, des micro-organismes, de Lyme, ceux qui sont fibromyalgiques ont des co-infections, sont les personnes les plus à risque, pour ne pas parler pour ceux qui sont diabétiques, sont comme des cancers et tout ça, évidemment, sont le plus à risque, mais bon, c'est pas partie de ma clientèle, de ma patientèle, mais c'est pour vous expliquer qu'une fois exposé à une infection, on va créer d'abord les anticorps IgM et quelques jours après, environ 7 jours après, on va faire l'immunité, on va créer des anticorps IgG pour dire, bon, on a été exposé à cette infection, mais on crée des anticorps, des anticorps IgG. Mais on peut se réintoxiquer, se réinfecter de manière endogène. Quand il y a une baisse immunitaire, on n'a pas fait du tout face correctement. Donc, le pathogène, oui, ils sont réduits parce qu'il y a eu les IgG qu'on réduit parce qu'il y a une petite fièvre qui a fait face, qui a essayé de baisser l'infection, mais elle n'a pas tout à fait disparu. Et elle revient encore avec une réponse plus importante que la première fois, comme vous le voyez ici. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'on se réauto-intoxique. Et souvent, les infections dont on parle sont des réauto-intoxications. Souvent, je me rappelle, j'ai une fille au téléphone qui me dit « Ah, j'ai une infection de salmonelle. » J'ai dit « Oui, mais ton système digestif n'allait pas bien avant. » Parce que ce n'est pas parce que tu vas rencontrer une salmonella dans ton assiette au restaurant que tu vas déclencher une maladie, voilà, pour dire un MIS-C, voilà, une problématique intestinale inflammatoire. C'est que l'infection était déjà là. Et c'est ça qu'on doit tenir en considération, c'est de traiter tous les petits co-infections qu'on peut avoir, tous les petits pathogènes qui bouffent le nutriment, qui bouffent le zinc, qui vont prendre la vitamine D, la vitamine A, qui réduisent petit à petit, sans que l'on se rende compte, notre immunité et notre capacité de faire face aux infections virales, par exemple, en ces moments.
Alors, l'alimentation à suivre. Augmenter l'ail, la consommation d'ail, des oignons, de poireaux, parce qu'ils sont riches en fructooligosaccharides. Ah, je suis mal assise. Voilà. Pour les personnes qui ont des problématiques inflammatoires de l'intestin, celles-ci sont à éviter. Hein. Donc, vous ne faites surtout pas si vous savez du SIBO, des petites bactéries de l'intestin grêle, et si vous savez, si vous êtes intolérant au FODMAP, parce que vous avez de grosses infections intestinales. Mais pour les gens moyennement en santé, l'ail, les oignons, le poireau et aussi les asperges qui viennent aussi en saison, sont à inclure dans votre alimentation. Il vous en faut que 100 grammes par jour de prébiotiques pour soutenir la barrière intestinale. Les betteraves, je les ai ajoutées, pas parce qu'ils contiennent nécessairement de substances prébiotiques, de fructooligosaccharides, mais surtout parce qu'ils vont prévenir la constipation, qu'il faut surtout éviter en ces moments. Donc, les gens constipés aussi, constipation chronique, sont à risque de quelconque infection virale parce que le système immunitaire intestinal n'est pas correct car il lutte avec une augmentation de bactéries putréfactives ou fermentatives. La chicorée va aider. Qu'est-ce que c'est ça? La chicorée va aider comme fructooligosaccharides, mais pas plus qu'une tasse. En termes, voilà, comme café, vous pouvez la consommer comme café, mais pas café soluble car ça risque d'avoir trop de produits chimiques et plutôt en forme de café, voilà, café italien, café à l'italienne. Car contient énormément de prébiotiques, de fructooligosaccharides, mais en contrepartie, ça va ballonner un tout petit peu, donc pas plus d'une tasse si vous ne voulez pas sembler enceinte. Les artichauts aussi, si on trouve encore, en France on trouve à chaque saison, en Italie c'est jusqu'à avril, donc les artichauts contiennent de l'inuline, qui c'est une substance prébiotique pour notre corps. Quand vous consommez des pommes de terre, je mets ici les pommes de terre, PDT c'est pommes de terre cuites avec la peau, à la vapeur ou pas, et refroidies pendant 7 heures. Après 7 heures, vous pouvez soit les réchauffer ou le consommer froide, comme vous voulez, mais c'est après la cuisson qu'il faut qu'elle soit refroidie, qu'il faut qu'elle soit refroidie. Voilà, je ne sais pas comment dire. Et pour puis réchauffer ou pas, car autrement, on est exposé à un taux de sucre, d'amidon trop élevé qui peut nourrir aussi les bactéries pathogéniques. Donc, le mieux, c'est d'éviter de grosses quantités d'amidon dans une seule fois. Les topinambours et les panais en purée sont les premiers prébiotiques à consommer. On en trouve encore tous les deux. Donc, vous faites de petits purées que vous mettez dans des bacs à glaçons et que vous sortez petit à petit en demi-glaçon. 2 jours plus tard, un glaçon. 4 jours plus tard, deux petits glaçons de purée de topinambours et panais. Car si vous faites tout de suite, vous risquez de ballonner et de péter. Non, ce n'est pas le but de ces webinaires que vous sortiez ballonné, mais c'est de consommer 100 grammes de fructooligosaccharides présents dans les topinambours et dans les panais pour nourrir la bonne flore bactérienne. Les citrons, c'est surtout ce qui m'intéresse, sont les bioflavonoïdes dans la peau du citron qui vont faire face aux infections, qui va aussi tenir l'équilibre acide-basique. C'est ça qui m'intéresse du citron, c'est de tenir l'équilibre acide-basique, car quand on obtient cet équilibre, on réduit l'inflammation, bien entendu. On peut la moduler plus facilement. Des légumes lactofermentés, je reviens au citron. Donc, comment vous allez consommer la peau, soit si vous trouvez encore le cédra, les citrons cédra en salade. Moi, je les gratte à la mandoline et je l'ajoute à mes salades, ou vous faites bouillir la peau, car si vous mettez la peau de citron à bouillir dans votre bouilloire, il ne formera pas de calcaire. Donc, ça va aussi lutter contre toute problématique artérielle, qui est aussi une problématique inflammatoire comme par hasard.
légumes lactofermentés tels que la choucroute, la betterave lactofermentée, les radis noirs et la carotte lactofermentée. Si votre magasin bio n'a pas été débalisé, vous pouvez encore le trouver. Et consommer une cuillère à soupe par jour. Les fibres, bon, j'ai déjà parlé énormément de fibres, leur capacité de nourrir les colonocytes et avec de SCFA, des acides gras à courte chaîne. Bien entendu, on va réduire le sucre car si je vous fais manger des pommes de terre comme ça refroidies, patati patata, vous n'allez pas consommer une cuillère de sucre comme ça dans votre thé ou dans votre café, qu'il faut aussi réduire à une tasse par jour. Les recommandations ne sont pas plus de s'abstenir à moins de 2 tasses par jour pour réduire l'inflammation. En termes de, je vais ajouter les pépés, même si ça n'a rien à voir ici, je suis désolée. Les pépés, l'extrait de pépins de pamplemousse peut aussi faire face aux vers et aux parasites intestinaux pour baisser les taux de stress pathogénique dans nos intestins. Alors, on ne parle plus de jeûne intermittent, on parle de restriction, time restriction eating, TRE, des restrictions alimentaires dans le temps. Et en bref, c'est de ne pas manger pendant 16 heures. Ça va réduire le stress digestif, ça va réduire le stress immunitaire de vos intestins et pour que vous puissiez faire face aux infections plus facilement aussi, pour que vous puissiez récupérer. Donc, le but, c'est dans les 2 repas que vous allez faire, c'est de ne pas mélanger protéines et glucides aux hydrates de carbone, tels que des pommes de terre et viande. Non, vous allez choisir un repas viande, protéines animales et l'autre de glucides et des hydrates de carbone, donc de riz, de pâtes, tout ça. Et si vous avez à choisir, ce sont mieux les pâtes que les pains, car il y a moins d'index glycémique dans les pâtes s'ils sont cuites al dente que dans le pain. Comme ça, on réduit les taux glycémiques pour ne pas nourrir de candidose, de mycose, de aspergillus et tout ça. Manger bio ou d'agriculture raisonnée, c'est sans dire bien mastiquer, bien mâcher 20 à 40 fois pour réduire au maximum le macromolécule, les polymères, le faire en monomère pour que ça soit plus facile pour l'estomac. Et si on a une perméabilité intestinale, les macromolécules qu'il n'y a pas autant de macromolécules qui sortent à travers la paroi de l'intestin perméable. C'est ça que je veux dire. Au moins qu'ils soient réduites au minimum possible par nos dents et après par l'acide chlorhydrique, lesquels doivent être aussi tenu compte avec de vinaigre du cidre ou avec l'élixir de sedois pour que on ait une bonne production d'acide chlorhydrique pour tuer aussi les bactéries qui auraient rentré par la bouche et aussi tout bien laver. Il faut absolument laver au vinaigre bicarbonate de soude en ces moments. Et faire attention à vos intolérances. Donc, pas de caséine, pas de blé, pas de gluten de blé, pas de crustacés, de mollusques, blancs d'œufs, tout ça. Et attention aux oléagineux qui peuvent provoquer des grosses problématiques une fois que l'on consomme et à la viande du porc qui est extrêmement polluée par des pathogènes. Ouais. J'ai entendu parler, j'ai reçu beaucoup de messages de patients en Italie qui disaient il y a eu un décès d'un jeune homme, il a eu les Covid, mais il était en pleine forme, en pleine santé. Est-ce que c'était vrai? Et quoique, s'il ne faisait pas, s'il n'était pas constipé, parce que personne ne lui a demandé, tous ces gens qui décèdent, la plupart ont des comorbidités. Maintenant, on commence à voir qu'il y a de jeunes ou de personnes en bon état qui décèdent, mais est-ce qu'ils étaient vraiment en bon état? Est-ce qu'il n'y avait pas une flore dysbiotique? Est-ce qu'il c'était un ubiose ou un dysbiose? Est-ce qu'il n'y avait pas une constipation chronique chez eux?
Et il y a plein de questionnements qui se font pas. Est-ce qu'il n'y avait pas une grosse perméabilité intestinale ou des infections ou des inflammations? Il faut donner du support parce que parfois l'alimentation ne suffit pas. Donc, il faut donner du support nutritionnel. Donc, moi, je propose des huiles essentielles telles que l'on trouve avec la gamme BioPure, avec le Rysol Gamma, les Rysol spéciales de Klingard aussi, qui sont des huiles oxygénées aussi. Hein. Ils sont de l'oxygène dedans, donc on sait que toute infection ne survit pas avec de l'oxygène, hein, c'est justement ça. Et en donnant les huiles oxygénées plus les huiles essentielles, on a une synergie très très belle qui s'est faite. Donc vous allez au BioPure, voilà là, .eu pour obtenir les huiles. Moi, je conseille le spécial car c'est l'huile le plus global, c'est qui contient le plus de choses. Ensuite, je conseille de nettoyer les intestins avec EcoClear et Ecodine, que soit vous les trouvez sur le site de Metagenics ou à travers les miens. Avec Fucodine pour stimuler les mucus, les cellules de gobelet pour sécréter les beaux mucus. Et bien sûr, la bonne quantité par mesurette de glutamine, car il faut environ 3 grammes de glutamine par jour pour que la barrière intestinale soit en bon état. On a aussi le sélénium, qui c'est un cofacteur de glutathione peroxydase, c'est ça qui va, la glutathione peroxydase avec le sélénium et la cystine. Le sélénium, c'est un cofacteur de glutathione c'est un antioxydant très très puissant. C'est très difficile de l'obtenir en bonne qualité, de bonne qualité en complément alimentaire. C'est pour ça que je les conseille presque jamais. Je donne des précurseurs, des cofacteurs et des précurseurs tels que la N-acétylcystine, qui comme par hasard aussi est un antimucolytique ou mucolytique plutôt. Et vous la trouvez en pharmacie comme mucomyste, si ça vous intéresse. Parce que c'est plus facile d'aller en pharmacie que commander. De mes mucomystes, c'est de l'N-acétylcystine qui va faire face, qui va voilà, justement nettoyer le voie respiratoire. C'est quoi s'utilise pour beaucoup de problématiques respiratoires. Donc, le sélénium, environ 100 microgrammes par jour avec un repas. Les zinc aussi de 6 à 100 mg par jour, de 60 à 100 mg par jour divisé à chaque repas. La vitamine D, c'est pour le système immunitaire, en ce moment, c'est conseillé de 3000 à 6000 unités par jour. Si vous dépassez les 50, l'âge de 50 ans, il s'est conseillé de la prendre avec la vitamine K, autrement vous risquez de faire des caillots. On ne sait pas votre état de vitamine K, donc vitamine D et K si vous avez plus de 50 ans. Pour celles qui sont moins de 50 ans, c'est correct de prendre comme ça toute seule. L'Ultraflora 60, je la conseille pour nourrir temporanément la bonne flore bactérienne attendant les nettoyages par EcoClear Ecodine. Les antioxydants, ici on a l'acide alpha-lipoïque, l'acétylcystine, le zinc, les sélénium, on a tout dedans. La vitamine E aussi qui va lutter contre le stress oxydatif, le stress oxydant, pour baisser l'inflammation. Rappelez-vous que le but, c'est de baisser cette inflammation créée par les LPS, les TOL4, les PAMPs. Et comme je vous ai dit, la vitamine A, E, et non, pas A et pas E, mais A et D, on la trouve dans l'huile de foie de morue que vous pouvez trouver n'importe où. Et je vous conseille de prendre la boîte de foie de morue, une boîte par semaine, vous la grémentez, vous la mangez moitié avec votre compagnon, votre compagne, voilà. Et c'est très, très efficace pour le système immunitaire, pour le CIE, pour le muqueuse oral aussi.
La biorésonance, si vous avez extrêmement peur d'avoir des infections et tout ça, la biorésonance peut vous aider à distance et il y a un petit appareil qui peut vous aider à distance. Moi, je l'ai mis aujourd'hui car je suis sortie un petit peu faire des achats en magasin bio. Donc, je l'ai mis sur la fréquence des coronavirus et système immunitaire. Voilà, je sors tranquille parce que je sais que ça, c'est dans ma poche. Le but, c'est de l'avoir directement sur la peau et tout ça a les fréquences directement de la Russie pour coronavirus. C'est comme les outils que j'ai au cabinet pour le système, voilà, pour vous tester, mais vous savez tout ici. Vous pouvez télécharger plus de 1000 programmes. J'ai un petit problème avec ma batterie de l'ordinateur. Hop, je cherche. Voilà, c'est bon. Non, je vous enverrai tout de suite les liens. Et ensuite, il faut se concentrer sur comment traiter la perméabilité, les SIBO, les SIFO, voilà, les intolérances, tout ça. Et vu qu'on risque d'avoir un confinement pour encore 4 à 6 semaines, ça fait peur. Vous devez le savoir, j'ai déjà créé les cours de bien-être intestinal, comment vous en débarrasser de vos troubles intestinaux et des douleurs chroniques. Non, si ça vous intéresse, tout est prêt à vous former à distance, qu'il n'y a pas meilleur investissement que sur vous. Vous êtes les meilleurs investissements et en plus, la formation peut être payée par votre employeur, par votre entreprise et complètement prise en charge par le gouvernement. La formation inclut les intolérances alimentaires. Donc, vous voyez ici tous les programmes que j'ai créés. Qu'est-ce que signifie être intolérant, la différence entre les intolérances et les allergies, comment c'est fait que le système immunitaire crée des intolérances, les liens entre les intolérances et la dysbiose, la perméabilité, la toxicité hépatique, les aliments qui occasionnent le développement des intolérances alimentaires. Vous avez 42 heures de formation, tout à disposition quand vous le voulez. Vous téléchargez et vous le savez. Comprendre les gluten, la caséine, les aliments riches en histamine, en acide oxalique, tout ça, les FODMAPs aussi, si ça vous les enzymes pancréatiques et digestives, oui, et tous les tests à faire si ça vous s'intéresse à titre personnel et la méthode que j'ai créée, que j'enregistrais pour vous traiter, tous les documents pour que vous sachiez quoi faire, quels sont les aliments, tout est extrêmement et pointilleusement noté. Ensuite, ça aussi comprend la perméabilité intestinale. Donc, vous savez l'explication de la perméabilité intestinale, les liens entre la perméabilité, la dysbiose, les gluten, les régimes alimentaires à suivre. Donc, si vous êtes praticien, ça peut énormément vous intéresser car vous sortirez avec un certificat aussi. Hein. Donc, ça s'ajoute à votre CV. Car je suis un organisme de formation et tous les tests pour la perméabilité intestinale. Et la formation inclut aussi, j'ai beaucoup travaillé, hein, je vois là, ça inclut la dysbiose et les SIBO. Et vous avez énormément l'explication de l'intestin et l'axe cerveau-intestin, l'anatomie physiologie, voilà, toutes les bases dont vous en avez besoin, les rôles embryonnaires, les muqueuses, les entérocytes, les mucus, pourquoi les mucus peuvent ne pas être bien sécrétés, correctement sécrétés, la dysbiose, tout comprendre, comment il faut faire caca, exactement, aussi c'est important. Hein. Vous savez, des crottes de chèvre ou des crottes de vache? On demande aujourd'hui comme ça à nos patients. Les prébiotiques, les probiotiques, la dysbiose, tout ça, vous voyez énormément, voilà, tous les modules et les chapitres de chaque module, tout est à votre disposition. Je vous enverrai aussi les liens par mail. Voilà. Si ça vous intéresse, car vous êtes confinés, je trouve que c'est très, très bien d'étudier. Moi, je suis contente, entre guillemets, car je peux aussi bien repasser mes leçons de l'université.
car il y a beaucoup de choses à faire. Entre les mémoires, les préparations à l'oral et les QCM, je crains. Alors, petit moment de questions et réponses si vous en avez. Je vois que vous en avez déjà écrit peut-être. Je vais réviser. Je dois partir, de m'envoyer les infos ainsi que l'enregistrement. Oui, d'accord. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... Alors, je vais répondre à Karine qui avait posé les questions de laver sa bouche avec les huiles essentielles. Moi, je mets l'eau, je mets l'huile essentielle dans ma bouche, je suis par l'eau et je lave. C'est ça comment je brosse mes dents. Après, il y a des patients qui mettent l'huile essentielle dans de l'eau. Et voilà. Et met dans la bouche, puis il brosse. Moi, j'aime bien ne pas perdre l'huile essentielle dans la paroi du verre, donc je mets directement sous ma langue. Comme ça, il y aura un petit passage de l'huile essentielle dans la circulation sanguine. Puis, j'ajoute de l'eau et puis je brosse. J'utilise ça comme dentifrice parfois. Donc, au moins une fois par jour, je me lave comme ça ou j'alterne entre... Oh, il y a aussi des gens qui mettent l'huile essentielle sur le dentifrice, sur la pâte à dentifrice. Voilà, sur la pâte de dentifrice. Voilà. À vous de voir. Et n'oubliez pas de l'huile les savons de Marseille pour casser les biofilms aussi. Je vais noter ce mail car je risque de l'oublier. De le perdre plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais de rien, Karine. L'huile essentielle dans l'argile et guise de dentifrice. Oui, pourquoi pas aussi. Oui. Ça, c'est tout à fait possible, oui. Ouais, parfois, je fais des cures d'argile avec dans ma bouche. Moi, je trouve génial. En plus, ça blanchit. Et c'est là que je mets j'utilise pas l'argile en poudre, mais donc voilà, un gros morceau, le mot ne me vient pas. Et je mets là les huiles essentielles, oui, effectivement. Mais comme je fais 2 fois par an, Oui, les savons de Marseille, vous pouvez utiliser un petit peu d'eau tiède chaude pour diluer le savon de Marseille et dans un verre d'eau et puis vous le mettez dans la bouche. Mais c'est vraiment un petit un bon rinçage. Hein. Après, quand j'ai pris ça, c'est Christelle, d'accord. Est-ce que concessionnaire à son fin alors, quand j'ai pris ça, ils nous avons dit de faire avec le savon de Marseille un morceau comme ça. Moi, je ne trouve pas ça hygiénique. Donc, moi, je préfère les paillettes. Et lors de la conférence, il y avait un médecin qui avait dit « Moi, je préfère les paillettes parce que le médecin donnait déjà ça à ses patients. » Et donc, les paillettes dans un petit verre d'eau que vous diluez avec de l'eau tiède chaude et que vous mettrez dans la bouche pour bien rincer. Salut Christelle, est-ce que les conseils sont appliqués aux enfants? Oui, bien sûr, absolument. Absolument. Combien d'enfants qui viennent me voir ont des parasites, ont des vers? Oui, absolument. Quand tu vas ouvrir une petite boîte de foie de morue, tu l'as fait pour une petite tartine à chaque membre de la famille. C'est hyper important parce que il y a un qui est un parasite, qu'un ver qui va le passer à tout le reste. Donc, ça ne vaut pas la peine qu'un seul membre de la famille se traite. Si un seul membre de la famille a une parodontite, plutôt une parodontose, il va la passer à tous les autres membres. Vous allez voir qu'au bout de 5 ans, il y aura au moins 2 personnes qui auront eu problème de rétrécissement gencivaire, au moins. Donc, c'est important que toute la famille se traite en même temps parce qu'il suffit de goûter. Ah, je vais goûter, voir si la pâte est al dente, je ne sais pas, ou elle est cuite. Et voilà, la fourchette est finie là. Et voilà, avec un mauvais microbiote buccal, ça finit dans les pattes de tous les membres de la famille. Donc, tous les membres de la famille. Donc, ce n'est pas idéal tout ça. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.